Un sursis pour les fumeurs. Les bars réclament le retour de la cigarette, le temps de contester la loi. Et nous ferons le point sur les finances des Canadiens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Mais la facilité, tu payes par mois. Bien, c'est pas grave, 36 mois. Fait que c'est trop facile. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le gouvernement Harper vient de mettre la touche finale au règlement du plus gros scandale de santé publique au Canada. Pendant des années, la Croix-Rouge avait utilisé pour ses transfusions du sang contaminé, mais seule une partie des victimes avait reçu une compensation financière. Alors aujourd'hui, Ottawa étend son programme à toutes les personnes infectées. Règlement et réaction, Yvan Côté, Christian Grégoire. Plus de 5000 personnes infectées par du sang contaminé n'ont jamais reçu d'indemnisation du fédéral. Elles étaient exclues du programme adopté en 1998 par les libéraux. Toutes les personnes devraient être dédommagées également puisqu'elles sont toutes des victimes qui ont souffert. Ottawa débloque maintenant 1 milliard de dollars pour les aider. Le montant des chèques dépendra de l'état de santé de chaque victime et variera entre 1 000 et 300 000 dollars. C'est toute une victoire pour ceux qui demandent justice depuis des années. Cet homme a reçu du sang d'un prisonnier américain lors d'une transfusion en 1984. Il vit depuis avec l'hépatite C et il devra attendre encore avant de recevoir de l'argent. Le fédéral doit avoir le feu vert des tribunaux de 4 provinces où il y a des recours collectifs. Il faut aussi élaborer les critères d'admissibilité. Nous espérons d'avoir des chèques aux victimes dans la première partie de la prochaine année, de 2007. Des centaines de personnes sont déjà mortes en raison du sang contaminé. Les membres de leur famille pourront demander un dédommagement. Cette annonce survient 1 an après les excuses publiques de la Croix-Rouge canadienne, responsable de la gestion du sang à l'époque. Et le sang qu'elle croyait être le don de vie a enlevé la vie. Toutes les victimes sont ou seront indemnisées, mais ce n'est tout de même pas la fin de ce scandale du sang contaminé. 3 personnes, dont l'ancien directeur de la Croix-Rouge canadienne, Roger Perreault, font toujours face à des accusations de négligence criminelle. Ils ont tous plaidé non coupables. Christian Grégoire, Radio-Canada, Toronto. L'air semble moins vicié, la vie un peu plus colorée depuis l'annonce du fédéral. Mais pour Sylvie Surprenant, la victoire a quand même un goût amer. Sa bataille dure depuis 13 ans. Oui, c'est un montant d'argent, mais ça ne me redonnera jamais, jamais tout ce que j'ai pu perdre. Jamais, je vais rester perdante quand même. Aujourd'hui, tout ce qui lui reste, dit-elle, ce sont ses animaux. Sa santé fragile lui a fait perdre son emploi d'infirmière, la possibilité d'avoir des enfants, et à la fatigue reliée à l'hépatite C, il faut maintenant ajouter une cirrhose. Ottawa refusait de reconnaître sa part de responsabilité parce qu'elle a été contaminée avant 1986. La situation vient de changer, mais dans ce classeur se trouvent toutes les cicatrices qui ne disparaîtront jamais. C'est beaucoup de peine, beaucoup de larmes. On peut dire presque chaque feuille qu'il y a là-dedans est une larme. À Trois-Rivières, une autre victime, un autre son de cloche. Laurent Pontbriand avait été écarté de l'ancien programme pour avoir été contaminé 1 mois après le 30 juin 90. L'injustice était flagrante, dit-il. Elle est maintenant corrigée. Si c'est vraiment ça, là, moi, je vais être satisfait de ça. Vraiment, je vais être satisfait de ça. Personne ne sait précisément quels seront les montants octroyés. Mais comme certaines causes remontent à il y a plus de 20 ans, l'avocat des victimes juge avoir obtenu le maximum. Je pense que c'est une très bonne entente parce qu'on avait un dossier qui était juridiquement beaucoup plus difficile que l'autre catégorie de victimes. Sylvie Surprenant devrait avoir près de 300 000 $ en raison de la perte de salaire et de sa cirrhose. Le premier plaisir, je pense que je vais avoir quand la journée qu'on va recevoir le chèque, ça va être de faire un beau feu de camp. Oh, il n'y en aura plus de papiers qui vont traîner, il n'y aura plus rien qui va s'appeler hépatite sauf mon body. Dû à son état de santé, ses médecins disent d'ailleurs qu'elle peut mourir à tout moment. Yvan Côté, Radio-Canada, Montréal.
Bien, sur le front du Proche-Orient, l'offensive israélienne au Liban a connu des ratés, des dommages collatéraux, comme on dit dans la terminologie guerrière. Cette fois, c'est l'Organisation des Nations unies qui est touchée. 4 observateurs de l'ONU ont été tués à Kham lorsqu'une bombe israélienne a frappé leur poste. Selon une source militaire libanaise, il y a un Canadien qui serait au nombre des victimes, mais à Ottawa, le ministère de la Défense n'est pas en mesure de confirmer. Cela dit, l'armée israélienne progresse, surtout dans le sud du pays, où elle concentre son offensive sur Bin Jebiel, un bastion du Hezbollah. Israël affirme qu'une trentaine de militants du Hezbollah, dont un haut responsable, ont été tués durant les combats. L'aviation israélienne, elle, a repris ses bombardements intensifs sur les quartiers chiites de Beyrouth, la capitale. Demain, la diplomatie internationale va tenter d'obtenir un cessez-le-feu et le déploiement d'une force multinationale au Liban. Il y a une quinzaine de pays, dont le Canada, qui vont participer à la conférence de Rome, où, d'ailleurs, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est arrivée. Au fait, Maxence Bilodeau, la visite éclair de Mme Rice en Israël et en territoire palestinien, ça n'a pas permis finalement de débloquer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Chacun reste campé sur ses positions. D'un côté, les Palestiniens qui réclament un cessez-le-feu immédiat. De l'autre, les Israéliens, avec l'appui tacite de Washington, qui veulent en finir avec le Hezbollah. Deux alliés qui se rencontrent, la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et Ehud Olmert, le premier ministre d'Israël. Les États-Unis soutiennent implicitement Israël dans son offensive contre le Hezbollah. Condoleezza Rice a déclaré que c'était le temps pour un nouveau Proche-Orient, qu'il fallait trouver des bases solides pour une paix durable. Le premier ministre israélien a quant à lui réitéré sa détermination à lutter contre le Hezbollah. Il dit qu'il n'hésitera pas à adopter des mesures sévères contre ceux qui lancent des roquettes qui tuent des civils israéliens. And we will not hesitate to take the most severe measures against those who are aiming thousands of rockets and missiles against innocent civilians for one purpose, to kill them. À une vingtaine de kilomètres de là, à Ramallah, plus d'1 millier de Palestiniens ont manifesté contre la visite de Condoleezza Rice. Ils l'accusent d'être à la solde de l'État d'Israël. L'affrontement avec les forces de l'ordre a donné lieu à quelques arrestations. Le calme rétabli, Condoleezza Rice est rendu en voiture à Ramallah rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le président Abbas réclame un cessez-le-feu immédiat, tant au Liban qu'à Gaza, où les Israéliens mènent des opérations militaires depuis l'enlèvement d'un jeune soldat le 25 juin dernier. Condoleezza Rice dit comprendre la souffrance à la fois des peuples palestiniens, israéliens et libanais engagés dans le conflit. Elle refuse elle-même de s'engager à forcer l'imposition d'un cessez-le-feu. Elle affirme simplement, par exemple, qu'à Gaza, il faut que la crise cesse. La souffrance est réelle et quotidienne de tous côtés. Aujourd'hui, une adolescente arabe vivant en Israël a perdu la vie lorsqu'une roquette du Hezbollah s'est abattue sur sa demeure. En 2 semaines, du côté israélien, une quarantaine de personnes ont perdu la vie, la majorité des militaires. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Jérusalem. Sur le plan humanitaire, la situation demeure critique au Liban, même si Israël a autorisé l'ouverture de corridors pour acheminer l'aide d'urgence. À Beyrouth, les ennemis d'hier, chrétiens et musulmans, font maintenant front commun et se viennent aujourd'hui en aide. Envoyé spécial, Raymond Saint-Pierre. Nous avons dû demander à plusieurs reprises à Khadija Mohamed Saïd de nous montrer sa chambre. Elle hésitait à faire voir à ses 7 fils qui vivent à Montréal la misère dans laquelle elle se trouve. Elle est dans une petite salle de classe. Au mur, l'image d'une autre dame voilée, la Sainte Vierge. Sa maison a été détruite dans la partie sud de Beyrouth, encore bombardée à plusieurs reprises aujourd'hui. On ne sait plus où loger les personnes déplacées. Selon l'UNICEF, il y en a maintenant 700 000 dans un pays de 4 millions d'habitants. Alors on s'adapte. Des centaines de réfugiés musulmans se retrouvent dans des écoles du quartier chrétien d'Achrafieh. Étrange de retrouver ensemble ces 2 groupes religieux qui se sont affrontés pendant la guerre civile qui a duré plusieurs années. Mahmoud Harb est un volontaire qui aide ces gens. Vraiment, il y a une entraide fantastique entre l'école et le quartier. Il n'y a aucune ombre de guerre civile ou de tension confessionnelle ou de quoi que ce soit. La nourriture donnée par des citoyens et par le gouvernement est préparée par ces personnes déplacées. Saada El Zain
vient de Tyr, une ville du sud fréquemment bombardée. Ça ne n'étonne pas d'être aussi bien reçu dans un quartier chrétien. En fait, je suis dans un quartier libanais, dit-elle, pas dans un quartier chrétien. Nous sommes tous libanais. Dans le pays, la moitié des personnes déplacées sont des enfants. Les gens du coin ont donné plusieurs jouets pour les distraire. Hors caméra, on nous dit que certains habitants du quartier sont mal à l'aise face à une telle présence musulmane dans une douzaine d'écoles, mais la plupart semblent accepter ces visiteurs. Atta Adjamé habite le quartier depuis 50 ans. On ne se préoccupe pas de cette différence entre musulmans et chrétiens, dit-il. Les gens du quartier ont beaucoup donné à ces gens. Ils ont même offert leurs écoles. Est-ce que cette belle harmonie va durer? Plus la guerre s'installe, plus on risque de déstabiliser le pays et de réveiller les vieilles haines d'hier. Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Beyrouth. Au Canada, comme dans de nombreux pays occidentaux, le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste. Pourtant, le Hezbollah est bien implanté chez nous, notamment à Montréal, et certains pensent même que le conflit actuel pourrait contribuer à augmenter sa popularité. Observation, David Gentile. C'est un parti politique et une organisation militaire au Liban où le Hezbollah et Israël se livrent une guerre sans merci. Mais au Liban, le Hezbollah, c'est aussi une organisation caritative. Il œuvre dans les écoles, il œuvre dans les activités sociales, les hôpitaux. Mais au Canada, le Hezbollah est un groupe interdit depuis 2002. Interdit parce que soupçonné d'avoir commis des attentats ailleurs dans le monde. Malgré tout, le Hezbollah serait toujours très actif au sein de la communauté chiite au Canada. N'importe qui ce soit, il a besoin, il a juste à demander, et Hezbollah, il est là, juste à côté de lui, pour lui aider. Cependant, rien ne prouve qu'il recrute des soldats ou qu'il finance l'achat d'armement au Canada. Mais une chose est claire, le Hezbollah mène effectivement de petites opérations de financement. Il y en a des gens qui aident les orphelins. Les orphelins des martyrs libanais au Liban. Toutefois, certains croient que l'argent amassé sert en fait à autre chose. Évidemment, pour le côté israélien, il y en est tout autre. On allègue que les fonds sont dirigés pour la lutte armée, pour le soutien de la lutte armée. L'attaque d'Israël alimenterait la popularité du Hezbollah au Liban et dans la diaspora. Mais affaibli par les attaques de l'État hébreu, le Hezbollah pourrait être tenté d'exporter sa lutte à l'extérieur du Liban. On serait tenté d'ouvrir un autre front, un autre combat et déplacer les attentats ou déplacer le combat vers les pays occidentaux. Au Canada, aucun incident grave n'a été signalé depuis le début de ce conflit. Cependant, certaines organisations juives ont tout de même demandé un renforcement de la vigilance et de la présence des policiers. David Gentile, Radio-Canada, Montréal. Évidemment, ce sont les combats au Liban qui retiennent l'attention ces jours-ci. Il reste qu'en Irak, les choses empirent de jour en jour. Le premier ministre Nouri al-Maliki est à Washington. C'est sa première visite à la Maison-Blanche. Et s'il demeure solidaire du président Bush pour ce qui est de la question irakienne, il semble qu'il en aille tout autrement à propos de la guerre au Liban. Explication, Sophie Landlois. On en parle beaucoup moins, mais les bombes tuent encore tous les jours en Irak. En fait, elles sont plus meurtrières que jamais. Selon l'ONU, la guerre a fait plus de 100 victimes par jour le mois dernier, le plus haut taux de mortalité depuis la chute de Bagdad il y a 3 ans. Obviously, the violence in Baghdad is still terrible. La violence est encore terrible à Bagdad, dit le président. On a besoin de plus de troupes là-bas. C'est un constat d'échec. Le plan de protection de la capitale, la priorité du nouveau gouvernement irakien, n'a pas réduit les attentats. Et les Américains n'enverront pas plus de troupes, ils vont les redéployer afin de renflouer Bagdad. I have full confidence of victory and we will be highly capable of defeating terrorism in Iraq. Les deux hommes ont aussi parlé de la crise au Liban qui les divise. George Bush continue de dire que seul un cessez-le-feu durable est souhaitable. Il veut s'attaquer aux origines de la violence dans la région. And that we want a sustainable ceasefire. We don't want something that's, short-term in duration.
We want to address the root causes of the violence in the area. La réplique du premier ministre irakien est cinglante. Also emphasize the importance of immediate ceasefire. Ça prend un cessez-le-feu immédiat, dit-il. Il faut d'abord mettre fin au massacre. Après, on ouvrira la voie aux efforts diplomatiques. Les deux hommes ne peuvent pas se payer de froid diplomatique. Ils ont trop besoin l'un de l'autre. Nouri al-Maliki admet ne pas pouvoir se passer des troupes américaines. Et George Bush a absolument besoin d'un succès en Irak. Il a tellement misé gros sur cette guerre que tout son héritage politique sera marqué par ce qu'il va laisser derrière en Irak. Sophie Langlois, Radio-Canada, Washington. La guerre vue par un résident de Gaza et par le gouvernement d'Israël. Cela a commencé avec un bombardement en Israël. Depuis l'application de la loi sur le tabac qui est en vigueur depuis près de 2 mois au Québec, les propriétaires de bars évoquent une baisse de leur chiffre d'affaires. Et là, ils ont déposé une requête en injonction en Cour supérieure pour que l'interdiction de fumer soit levée dans les bars. Or, ce type de sursis est rarement accordé. Il y a 8 provinces qui ont adopté des lois anti-tabac et elles ont été contestées sans succès jusqu'à maintenant. Précision, Vincent Maisonneuve. L'Union des tenanciers de bars du Québec dépose une demande d'injonction pour qu'un juge permette temporairement aux fumeurs de retourner dans les bars. La requête ne vise pas les autres types d'établissements. C'est seulement la loi en ce qui concerne les bars, les cabarets. Un sursis le temps que la Cour supérieure décide si la loi anti-tabac est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ces tenanciers, il y a urgence. Selon eux, certains bars perdent tellement d'argent qu'ils risquent d'être déjà fermés quand le tribunal rendra son jugement. Tout ce que nous voulons faire, c'est préserver le statu quo, c'est-à-dire garder toutes les parties, garder tous les joueurs jusqu'au jugement final. Impossible de savoir exactement combien de bars sont menacés, mais le président de l'Union, Peter Sergakis, soutient qu'il y en a des dizaines et qu'un sondage réalisé auprès de 250 tenanciers démontre des pertes de revenus qui frôlent les 30 %. Les informations sont véritables. Il ne peut pas être contesté, c'est les vrais chiffres. Mais ces chiffres sont néanmoins contestés par la Coalition pour le contrôle du tabac. C'est que c'est très difficile de croire ces chiffres-là, parce que premièrement, c'est de la façon dont ils sont amassés, dont ils ont été collectés. Aussi, il faut pouvoir les confronter, ces chiffres-là. Les chiffres de l'Union des tenanciers de bars du Québec sont différents de ceux compilés par une autre association. La Corporation des propriétaires de bars du Québec évalue les pertes à 6 % et elle rappelle que la moitié de ses membres sont favorables à la loi anti-tabac. Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal. Vendre ou fermer? Norsk Hydro cherche à se défaire de son usine de magnésium de Bécancour. Lueur d'espoir, le monde du sport serait prêt à accepter les gays dans ses rangs. Haïti obtient 850 millions de dollars pour son développement cette année au terme d'une conférence de 2 jours entre pays donateurs. Là-dessus, le Canada versera 135 et promet 400 millions de plus sur 5 ans. C'est là un premier pas quand on sait qu'Haïti réclame 8 milliards d'ici 2011. L'objectif est de relancer l'économie haïtienne et de pourvoir aux besoins essentiels qui sont criants là-bas, notamment l'emploi, la sécurité, l'éducation et les infrastructures. Les corps des 2 soldats canadiens tués en fin de semaine dans un attentat suicide en Afghanistan arriveront à la base militaire de Trenton jeudi soir. Aujourd'hui, des soldats de la coalition leur ont rendu hommage à Kandahar. Les Montréalais Jason Warren et l'Albertain Francisco Gomez sont les 18e et 19e soldats canadiens à être tués en Afghanistan. Le mercure pourrait atteindre les 44 degrés demain à Los Angeles. Les systèmes de climatisation fonctionnent à plein régime et la Californie continue à battre des records de consommation d'électricité. Certaines usines ont d'ailleurs accepté des coupures de courant volontaires. Les services de santé enquêtent également sur une trentaine de morts qui seraient liées à la vague de chaleur exceptionnelle des 2 dernières semaines. 15.
Valeo met en vente son usine de Bécancour au Québec. Raison invoquée, le prix du magnésium est en chute, notamment depuis l'arrivée sur le marché de la Chine qui peut produire à elle seule l'équivalent d'une fois et demie la demande mondiale. Cause lointaine, direz-vous, mais qui a des effets bien réels, constate Karine Bastien chez nous. Ils sont près de 400 employés chez Norsk Hydro de Bécancour. Ils viennent d'apprendre que leur usine de magnésium, la plus grosse au monde, est à vendre. Les gens, c'est sûr qui sont déçus. C'est sûr que c'est pas une nouvelle que tu attends. Mais là, on vit avec, puis il y a encore du temps. On n'est pas mort encore. Le risque qu'il y ait d'autres acheteurs là, est peut-être minime, parce que c'est une usine coûteuse à faire fonctionner. C'est quoi le climat à l'intérieur? C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, très bon. Non, on garde espoir. La maison mère en Norvège se donne jusqu'à l'automne pour trouver un acheteur. Sinon, l'usine pourrait fermer. Oui, il y avait des scénarios de fermeture qui vont être envisagés si on n'a pas de succès dans le processus, mais on préfère concentrer nos énergies présentement à trouver un acheteur. Les raisons évoquées, la force du dollar canadien, l'augmentation des coûts de l'énergie, mais surtout la forte concurrence asiatique. La Chine vend son magnésium 90 cents la livre. Le magnésium produit à Bécancour coûte plus de 1,40 $ la livre. Une décision d'autant plus surprenante que plus de 20 millions de dollars venaient d'être investis pour augmenter la capacité de production. 48 000 tonnes de lingots de magnésium sont fabriqués chaque année dans cette usine ouverte en 1988. Nous sommes à une étape d'avoir de nouveaux propriétaires pour une entreprise qui est performante. Alors donc, ça, c'est un des côtés positifs. Et ils ont des acheteurs. Après l'échec de Magnolia en Estrie il y a 3 ans, c'est la deuxième usine de magnésium menacée au Québec. Le premier ministre Charest veut rassurer les travailleurs. Ils nous ont informés de leurs intentions. Ça nous donne une période de temps où on va travailler avec la compagnie, évidemment, pour tenter de garantir les emplois. Et signe que la multinationale se retire complètement du marché du magnésium, elle vient de mettre en vente 2 autres de ses usines, une en Allemagne et une autre en Chine. Karine Bastien, Radio-Canada, Bécancour. 2 autres brèves nouvelles économiques. Des signes encourageants du côté des États-Unis. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a grimpé en juillet, alors que la plupart des analystes s'attendaient plutôt à un recul. Malgré la hausse des prix de l'énergie, les consommateurs demeurent positifs, encouragés par le faible taux de chômage et l'augmentation des salaires. Honda se lance dans le marché des petits avions. Le constructeur japonais confirme qu'il va de l'avant avec le Honda Jet, un appareil qui pourra transporter jusqu'à 7 passagers. Au moins une douzaine de fabricants, dont Cessna et Embraer, ont annoncé leur intention de fabriquer ce type d'appareil. Le prix de ces avions se situe entre 1,5 million et 4 millions de dollars. L'homosexualité et le sport professionnel font-ils bon ménage? Encore rien d'acquis, mais le jour n'est peut-être pas très loin où des joueurs de hockey, de baseball ou de football voudront révéler leur orientation sexuelle. En tout cas, croit le médaillé olympique Mark Tewksbury. Et des événements comme les Out Games et ses 12 000 participants, majoritairement gays, qui s'ouvrent samedi, dit-il, peuvent contribuer à contrer l'homophobie. Témoignage, Jacinthe Taillon. En remportant sa médaille d'or aux Jeux de Barcelone en 1992, Mark Tewksbury a inspiré les Canadiens. Mais bien peu savaient qu'il est gay. Il n'y a pas un joueur de hockey, football, soccer, toute la professionnelle ligue qui est un homme qui dit « je suis gay ». Donc imaginez, il y a 20 ans. C'est seulement en 1998 qu'il sort du placard. Aujourd'hui, il croit que le milieu sportif est prêt pour accueillir les homosexuels. Il fonde beaucoup d'espoir sur les Out Games, aussi ouverts aux hétérosexuels. Il faut que nous créions un pont ensemble, le mouvement gay sportif et le mouvement traditionnel, de finalement changer l'attitude d'homophobie dans le milieu du sport. L'homophobie dans le sport serait plus répandue envers les hommes que les femmes. Le sport masculin est souvent plus un sport vu comme un sport de contact, compétitif, violent même, et on pense que c'est comme antinomique avec l'homosexualité.
Tewksbury remarque depuis quelque temps une ouverture du milieu envers les athlètes gays. Il vient même de prononcer à Ottawa une conférence sur l'homophobie dans le sport. Un grand pas qui donne espoir aux nageurs. Je suis certain, dans les prochains 5 ans, avec les Outgames, le mouvement dans le sportif traditionnel, ça va finalement changer. Nous allons voir le premier joueur de hockey peut-être ou football dire « je suis gay ». Oh, certainement, ça va créer Un geste qui prendra beaucoup de courage. Un jour, il va dire « je suis gay » à l'équipe. Et j'imagine l'équipe peut-être va réagir « oh, bon, tu es gay, jouez hockey ensemble ». Jacinthe Taillon, Radio-Canada, Montréal. Les Canadiens endettés. Avec les cartes de crédit qui se multiplient, l'épargne tombe sous zéro. Je me suis ramassée avec 7 cartes de crédit puis avec 5 000 $ de revenus. 2 points de vue sur la guerre. Les Palestiniens se disent humiliés, les Israéliens menacés. On a 5 heures d'électricité et 11 heures de privation. 1 million d'Israéliens vivent aujourd'hui dans les abris. Les 3 plus grands spectacles au Québec vous en mettront plein la vue cet été. Voyez Paul Piché avec plus de 300 choristes dans l'interprétation de ses plus belles chansons. Cœur à cœur avec Paul Piché, au Grand Théâtre de Québec les 18 et 19 août, au Théâtre du Palais municipal de la Baie le 30 septembre et à la Place des Arts le 8 octobre. L'arrivée des vacances peut être parfois frustrant pour certains ménages qui ne peuvent se permettre aucune dépense supplémentaire pour faire des activités spéciales en famille ou encore aller se promener à un endroit particulier, leur marge de crédit ou leur carte de crédit étant complètement à sec. C'est le cas de bien des Canadiens qui sont surendettés. Écoutez, pour chaque dollar de revenus disponible, un ménage canadien a en moyenne 1,18 $ de dette. Julie Biville-Dechaine a rencontré plus tôt cette année quelques victimes de l'endettement. Les Canadiens dépensent de plus en plus. C'est devenu un mode de vie. Je suis une acheteuse compulsive, j'achète n'importe quoi. J'ai toujours la dernière affaire nouvelle, je l'achète souvent. On a la maison, on a l'auto, on a une roulotte, on a un bateau. En veux-tu? L'endettement des consommateurs canadiens progresse à pas de géant. Il a plus que doublé en 20 ans. Pour chaque dollar gagné, on doit 1,18 $, ce qui donne un ratio d'endettement record de 118 % en 2005. Je commencerai quand j'avais 16 ans, quand je suis allée en appartement avec les prêts bourses. Ils m'ont donné plein d'argent, puis ils m'ont dit félicitations. Puis j'ai commencé à dépenser mes prêts, mes bourses. J'ai eu des cartes de crédit. Bien, tranquillement, je les ai utilisées. Après ça, ben, j'en ai eu d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis je me suis ramassée avec 7 cartes de crédit, puis avec 5 000 $ de revenus. Puis... Bye! Cette mère de 4 enfants a ouvert une garderie chez elle. Son mari, lui, gagnait 50 000 $ par an comme magasinier chez Bombardier. C'était ça que j'étais partie acheter, un set de cuisine, puis je m'étais mis un prix dans ma tête, puis finalement, c'est à peu près le modèle que je voulais, puis il est revenu, puis il a dit « On t'octroie plus que le montant de la table. » Fait que j'ai dit « Tant mieux, fait que je vais pas acheter autre chose. » Le fourmicon de brise, bien, on aurait pu juste en prendre un petit, mais non, tant qu'à faire, on va acheter un gros. T'sais, de toute façon, il en faut un, fait qu'on va l'acheter un petit peu plus gros. Ma sacheuse à brise, mais juste me d'acheter la laveuse avec, fait qu'on a acheté 2. Mais pourquoi? C'était pas nécessaire. J'aurais pu en acheter juste une qui était brisée, puis ça aurait été bien parfait. Maintenant, je voulais la paire égale, puis balancer les choses. Alors, comment vous expliquez ça? C'était... Bien, la facilité. Tu payes par mois. Bien, c'est pas grave, vous avez 36 mois. Fait que c'est trop facile. Et il y a aussi eu la camionnette neuve quand le 4e enfant est né. Je suis rendue 320, 400 par mois d'essence pour le camion. C'est une paie. C'est les allers-retours de votre mari pour travailler? Pour aller travailler. Quand le mari de Natacha Laure a perdu son emploi, la faillite est devenue inévitable. C'était 12 000 sur mes cartes de crédit, puis 12 000 de prêts bourse. Alors, vous étiez plus capable? Plus capable. Saturée. Même pas capable de payer le minimum sur chacune. Au niveau du paiement de voiture, ça fonctionne bien. On a réussi à rétablir ça.
Des problèmes de surendettement frappent aussi de plein fouet les jeunes professionnels qui se retrouvent dans le bureau du syndic Pierre Fortin. C'est un peu comme une nouvelle tendance sociale, c'est-à-dire on veut tout de suite. À l'époque, on économisait pour acheter un bien. Maintenant, on l'achète tout de suite, puis on le paye plus tard. Mais le plaisir étant dans le désir, c'est qu'une fois qu'il est consommé, ce bien-là, bien là, il y a des bonnes chances qu'on en veuille un autre. Donc, on s'est acheté une moto au printemps, on s'en est servi tout l'été, on a eu du plaisir. Arrive l'automne, on est chez des amis, on est dans un spa, on dit « Wow, ça me prendrait ça ». Le tiers de ceux qui achètent ces maisons de 300 000 $ et plus à Boucherville sont de jeunes familles. On annonce des hypothèques sans comptant. On peut acheter une maison maintenant sans payer de comptant. On annonce des marges de crédit hypothécaires qui, dans le fond, on n'est jamais obligé de rembourser son hypothèque. Certaines personnes qu'on a rencontrées en consultation ont réussi à accéder à la propriété en empruntant leur mise de fonds. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Exemple, avec une marge de crédit. Ce que ça nous sonne comme cloche, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été en mesure de mettre de l'argent de côté pour payer à la fois leur mise de fonds, mais également, dans la plupart des cas, des frais de notaire, la taxe de mutation. L'idée d'avoir un coussin pour faire face aux coups durs semble dépassée. Pour la première fois depuis la Grande Dépression de 1929, le taux d'épargne des Canadiens est négatif, ce qui veut dire que nos dépenses courantes excèdent nos revenus personnels. OK, maman va essayer de la dessiner. On vivait comme des gens riches et célèbres. Là. À la naissance de leur premier enfant, Sylviane Côté et Michel Gagnon, embauchés dans des tournées de spectacles, avaient trop peu d'économies pour se lancer dans la recherche d'emplois plus sédentaires. Dès la naissance de Catherine, finalement, c'est un choc. On s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, puis qu'il faut vraiment arrêter le travail qu'on faisait dans le passé. Donc, on n'a pas le choix d'arrêter comme du jour au lendemain. Et là, il y a comme une forme d'endettement qui se fait, le temps de se trouver autre chose, de se réorganiser. Il y a eu un gros 6 mois. Là, Le crédit est facilement accessible. Hein? Juste pour vous donner un exemple, on a acheté une voiture neuve en étant tous les deux sur l'assurance emploi. Ça vous donne une idée. Même le vendeur nous a dit, bon, étant donné que vous êtes sur l'assurance emploi depuis 2-3 semaines, donnez-nous un relevé de paie de vos revenus d'il y a un mois, puis ça suffira. Mais c'était dur, on était déprimés, on en parlait à longueur de journée d'argent. Toi, de retourner dans une usine, moi, je suis le coup, tu te dis ça n'a pas de maudit bon sens. Tu veux-tu manger du brocoli, toi? Avec du jambon. Pour éponger des dettes de carte de crédit de près de 15 000 $, le couple a changé radicalement son mode de vie. Il a choisi de consolider ses dettes en empruntant 30 000 $ en REER, remboursable en 7 ans. On a éliminé toutes nos marges de crédit. On est allé chercher des centaines de dollars comme ça, là, couper les cellulaires. On en avait chacun un. On n'a pas le câble ici. On habite dans un 4,5 alors qu'on fait quand même tout près de 70 000 $ de revenus familial. On n'a pas de télévision plasma, on n'a pas de système de son dernier cri. Je vous rappelle dans 5 minutes. Bye! Natacha Laure, elle, est un peu moins disciplinée. Sa famille a encore un téléphone cellulaire, le câble et l'Internet. Et comme bien d'autres, elle espère que le budget Harper lui donnera un coup de pouce. On risque d'avoir droit pour 3 enfants, fait que 1200 x 3, c'est quand même 3600. Puis c'est juste imposable aux impôts, ça paraîtra pas de suite. Quoique, au bout du compte, on va payer quand même. Donc, est-ce que vous pensez les dépenser tout de suite ou est-ce que vous allez essayer d'en mettre de côté pour les impôts? Ça dépend de mon réflexe sur le moment. J'espère que je vais être capable d'en mettre de côté, mais il arrive tout le temps quelque chose, fait que tu dis « Ah... On a vu très crûment dans les reportages de notre collègue Raymond Saint-Pierre que cet affrontement entre Israël et le Hezbollah fait ce qu'on appelle des dommages collatéraux au Liban.